Bonjour, je suis le docteur Aloula Dalila, gynécologue obstétricienne, et je viens vous parler de la santé sexuelle des femmes. En général, ce qu'on sait, c'est que le corps de la femme a toujours été, selon Brunet, source d'émerveillement et de louanges, doué pour l'amour, la tendresse et la maternité. Il recèle encore mille et un mystères. Le concept de santé sexuelle, apparu au début du XXe siècle, est issu du champ de la sexologie. Le droit à la sécurité et au choix de sa sexualité sont des composantes de la santé sexuelle et reproductive, qui est une approche positive de la sexualité humaine. Il s'agit d'un processus continu de bien-être physique, mental et socioculturel associé à la sexualité. En fait, ce n'est qu'en 1995 que la conférence internationale sur les femmes à Pékin a reconnu pour la première fois le droit des femmes à être maîtresses de leur sexualité. Alors, je vais vous donner des chiffres et des dates. Et dans notre exposé, nous allons aborder la santé sexuelle chez la jeune fille et l'adolescente, qui sont deux situations particulièrement néfastes pour les jeunes filles. Et surtout, elles doivent être prises en compte, notamment le mariage sans consentement et les mutilations sexuelles. On parlera de concepts de santé sexuelle. La santé sexuelle et le désir d'enfant ou la sexualité, la santé sexuelle pendant la grossesse et le postpartum, je n'en parlerai pas parce que je vais n'aborder qu'un seul point. Il y a aussi la santé sexuelle et la ménopause, mais c'est aussi d'autres débats. Les pathologies gynécologiques vont constituer aussi un frein à la santé sexuelle. Surtout les dysfonctions sexuelles, les fibromes utérins, l'endométriose, le cancer du sein, le cancer du col et le cancer de l'utérus. Enfin, la santé sexuelle est, est complètement vraiment, on ne peut pas parler de santé sexuelle chez la femme sans parler des hormones. Alors, ce que je peux vous dire dans mon introduction, c'est que nous sommes dans une société qui est axée sur la performance et l'hypersexualisation. Aujourd'hui, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on parle de sexualité et on parle moins euh, on parle moins des conséquences néfastes, mais on en parle beaucoup. Donc, c'est assez ouvert comme milieu d'échange. Et donc, aujourd'hui, on peut en parler un peu plus facilement que ça ne l'était il y a quelques années. Donc, ce concept va prôner l'idée selon laquelle la sexualité ne se réduit pas seulement à une pratique de reproduction, mais participe à une meilleure santé et au bien-être, et ceci a nécessité un long cheminement, même si son élaboration a été menée sous les auspices de l'OMS. Donc ça a été assez long à mettre en place et à faire admettre. Donc, je vais vous parler un peu de ce qui se passe au niveau biologique et de la santé sexuelle de la femme. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser et ce que nous font croire les tendances sociales actuelles, en matière de sexualité, celle de la femme va au-delà de la simple stimulation physique. Bien plus complexe que celle de l'homme, la sexualité de la femme repose sur plusieurs aspects, intimement reliés les uns aux autres, comme la communication, le fantasme, la tendresse, l'intimité émotionnelle, l'estime de soi et l'engagement. Quels sont les aspects biologiques chez la femme? Les hormones jouent un rôle important dans le bon fonctionnement chez la femme. Les deux plus importantes sont les œstrogènes et la testostérone. Les œstrogènes jouent un rôle primordial dans la régulation de la fonction sexuelle.
Malgré leur implication dans l'initiation du désir, les œstrogènes seraient aussi associés plus particulièrement à l'excitation sexuelle. Ils permettent en outre de contribuer à la santé des organes génitaux. La testostérone est considérée comme l'hormone du désir et de la motivation sexuelle. Cette hormone est fabriquée chez la femme en plus faible quantité que dans le corps de l'homme. Il arrive aussi qu'un trouble sexuel peut s'expliquer par un dérèglement hormonal et qui soit la cause médicale ou simplement due à des étapes qui sont normales dans la vie, comme une grossesse ou une ménopause. Donc, il y a des dérèglements qui peuvent être la cause de troubles sexuels, mais qui sont dus à des étapes de la vie d'une femme. Quels sont les aspects psychologiques de la sexualité féminine? Il est bien connu que la sexualité de la femme se passe autant dans la tête que dans le cœur et le corps. Donc il y a trois endroits où ça se passe. Donc il n'est pas rare de voir que la dysfonction sexuelle féminine peut s'expliquer en partie ou en totalité par des facteurs psychologiques ou émotionnels. Par exemple, une faible estime de soi, des conflits avec le partenaire, des tabous religieux, des tabous éducationnels ou des restrictions sociales, un sentiment de culpabilité, des traumatismes sexuels vécus dans le passé, un viol ou un inceste, des préférences sexuelles ou des désirs sexuels différents de ceux du partenaire et un manque de communication. Donc tous ces facteurs vont entrer en ligne de compte pour perturber ces relations-là. Certains médicaments aussi peuvent exacerber un trouble sexuel, comme les antidépresseurs, les médicaments contre l'anxiété, les antihypertenseurs et les traitements contre le cancer. De même que de nombreuses maladies peuvent exacerber un trouble sexuel. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies mentales, les troubles gynécologiques comme l'endométriose et les cancers génitaux. Alors, qu'est-ce que la santé sexuelle? D'abord, il y a eu plusieurs définitions de la santé sexuelle. Selon les principaux dictionnaires, le terme de sexualité est apparu dans le contexte de la médecine européenne au XIXe siècle, vers 1838. Au XIXe siècle, les théories considéraient que la nature et la finalité normale de la sexualité résidaient dans la procréation et que la recherche du plaisir constituait une forme d'aberration et de perversion. Au XXe siècle, on considérait que la normalité sexuelle résidait exclusivement dans l'accomplissement de la sexualité dans le mariage. C'était un cadre bien déterminé. Au milieu des années 60, la découverte et la diffusion de la pilule contraceptive ont radicalement modifié la place et le statut de la sexualité dans le monde social et en santé publique en particulier. Alors, le concept de santé sexuelle est apparu en 1974 lors d'une conférence réunie à Genève sous les auspices de l'OMS et sous l'impulsion d'un groupe professionnel de sexologues qui était structuré sur le plan international et qu'on appelle la WAS, c'est-à-dire la World Association of Sexology. Donc, selon l'OMS et la WAS, la santé sexuelle est l'intégration des aspects somatiques, émotionnels et intellectuels et sociaux du bien-être sexuel en ce qu'ils peuvent enrichir et développer la personnalité, la communication et l'amour. L'OMS donc va s'engager dans le processus de légitimation de la dissociation entre l'activité sexuelle reproductive et non reproductive et va entériner le principe de l'association entre la sexualité non reproductive, le bien-être et l'épanouissement personnel. Donc la sexualité va donc apparaître dissociée de la procréation, de la contraception, qui ont été intégrés, eux, dans le domaine de la santé reproductive.
Ces 20 dernières années ont permis des avancées législatives décisives dans le droit des femmes, avec une accélération historique du processus. Au quotidien et sur le terrain, les mentalités évoluent très très lentement. Et elles évoluent plus lentement que les lois, et dans certains groupes sociaux, même les lois sont inopérantes. Les obstacles qui bloquent l'accès universel à la santé et aux droits sexuels sont parfois d'ordre financier, mais beaucoup plus souvent liés à l'ignorance et à la peur. En 1975, et selon l'OMS, l'objectif de la santé sexuelle réside dans l'amélioration de la vie et des relations personnelles, mais pas uniquement et surtout dans le counseling et les soins concernant la procréation ou les infections sexuellement transmissibles. Les dimensions telles que la personnalité, la communication et l'amour, avec pour objectif l'amélioration de la vie et des relations personnelles, permet l'ouverture du concept de santé sexuelle vers des domaines régulés habituellement par la morale. Et alors, quels sont ces niveaux d'intervention? C'est l'éducation, le counseling et la thérapie. Ce sont des niveaux d'intervention qui sont complémentaires et qui sont basés sur une hiérarchie. Ces compétences sont habituellement attribuées aux différentes professions de santé. Voilà. Alors, le tout, c'est d'acquérir ces compétences théoriques et techniques, mais aussi d'apprendre à avoir des aptitudes relationnelles et psychologiques et des attitudes positives à l'égard de l'activité sexuelle. Donc, l'association entre santé sexuelle et les droits de l'homme exprime le nouvel ancrage dans un système de valeurs à visée universaliste. C'est ça qui est important surtout. Donc là, je vais vous parler du droit des jeunes filles à la sécurité et au choix de leur sexualité. Le droit des jeunes filles, d'abord, est celui d'être protégées. Elles doivent être protégées contre les agressions sexuelles, viols, inceste, contre les mariages forcés, contre les crimes d'honneur, contre les grossesses non désirées, contre les mutilations sexuelles et contre les maladies sexuellement transmissibles. Le droit d'être protégées avant leur naissance, les foeticides, et contre une vision pornographique de la sexualité. Les mutilations sexuelles constituent une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, notamment sur la santé des femmes, en ce qui concerne leur sexualité et l'accouchement. Les mariages forcés qui perdurent au Maghreb, par exemple, et dans certaines régions du monde, s'accompagnent de violences multiples avant le mariage, violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, et après le mariage, violences conjugales, viols conjugal, etc. Dans certains pays comme la France, on note une augmentation du nombre d'IVG, donc d'interruption volontaire de la grossesse, entre 1990 et 2011. Ces jeunes filles ont moins de 18 ans. Elles ne connaissent ni leurs droits, ni leur corps, et ont du mal à appréhender une grossesse. Et ceci dès le premier rapport. Donc depuis quelques années, on note de plus en plus, ça c'est une parenthèse, en tout cas dans les pays du Maghreb, on note depuis quelques années de plus en plus de demandes de réfection hyménéale. Alors je voudrais vous donner quelques chiffres clés aujourd'hui, ce qu'on peut dire aujourd'hui, et vous donner des statistiques qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, 150 millions de filles âgées de 18 ans ont été sexuellement agressées. 142 millions sont susceptibles de faire l'objet d'un mariage précoce entre 2011 et 2020. 14 millions d'adolescentes accouchent chaque année à la suite d'un rapport sexuel contraint et d'une grossesse non désirée. 222 millions de femmes n'ont pas accès à la contraception. 340 millions de nouvelles
infections sexuellement transmissibles sont recensées chaque année. 70 000 adolescentes meurent chaque année des suites des complications liées à la grossesse. 22 millions d'avortements dangereux sont réalisés chaque année. 3 000 jeunes sont infectés par le VIH chaque jour. 500 000 femmes meurent chaque année des suites de leur grossesse. Une femme meurt toutes les 9 minutes des suites d'un avortement illégal. Donc, ce que je peux dire en conclusion, même si ces chiffres paraissent effarants, mais ils ne reflètent que la réalité, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la définition des problèmes de santé sexuelle et des syndromes cliniques, ainsi que des modes d'intervention, information, counseling et thérapie, qui en découlent, visent à diminuer ou à lever les obstacles, aussi bien sociaux ou de santé, qui s'opposent au libre exercice des droits sexuels et de la santé sexuelle conçue comme une activité sexuelle libre et épanouissante. Les différentes conséquences néfastes de l'activité sexuelle, c'est-à-dire les infections sexuelles transmissibles et les grossesses ou les grossesses non désirées, sont conçues à la fois comme des obstacles à l'expression de la santé sexuelle et la conséquence de ces comportements sexuels non responsables sont considérés comme les conséquences d'une organisation défaillante des systèmes de santé. Il faut aussi noter qu'à l'époque du développement de la contraception et de la place de la relation hétérosexuelle, l'homosexualité n'est jamais mentionnée dans le document de l'OMS, alors qu'elle n'était plus considérée comme une maladie mentale depuis 1973. Effectivement, on l'a considérée jusqu'en 1973 comme une maladie mentale. Enfin, ce n'est qu'en 2004 que l'OMS a ouvert officiellement un programme de travail concernant la santé sexuelle à l'intérieur du programme consacré à la santé reproductive. C'est-à-dire qu'elle continue encore de faire le lien entre santé sexuelle et santé reproductive. En 2005, la WAS est devenue la WASH, c'est-à-dire la World Association for Sexual Health. Je vous remercie. Au revoir.